Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à cette avant-dernière séance donc, du cycle Grand Texte de la chaire de philosophie de Sainte-Anne qui, je vous le rappelle, cette année était consacrée donc, à la question de l'interprétation. Aujourd'hui, nous allons procéder un tout petit peu différemment d'habitude. Donc, on va vous proposer une séance en quelque sorte inversée, puisque c'est moi, donc je m'appelle Camille Charvet, je suis psychiatre, actuellement interne à l'hôpital Sainte-Anne, et je suis titulaire d'un master de philosophie contemporaine. Et donc, je vais commencer par vous proposer mon commentaire de critique et clinique de Gilles Deleuze, en lien avec les questions de psychiatrie qui nous intéressent particulièrement ici. Puis, cette présentation donnera lieu à des réactions et à un dialogue avec Jeanne Ettelin, qui est à côté de moi aujourd'hui et qui a donc une expertise du corpus deleuzien et qui pourra venir éclairer et préciser certaines des notions abordées. Donc, je vais commencer par laisser Jeanne se présenter et puis ensuite je reprendrai un temps la parole avant de lui laisser à nouveau. Bonjour tout le monde. Déjà, un grand merci à Camille Charvet et à la chaire de philosophie de cette invitation. Je suis ravie d'être là. Donc, moi, je suis doctorante spécialisée en philosophie française contemporaine. Je fais ma thèse à la New York University en co-tutelle avec l'Université Paris-Nanterre. Et effectivement, j'ai été formée à la philosophie deleuzienne, entre autres, puisque, donc, comme je disais, je suis spécialiste de ce qu'on appelle la French Theory. Et c'est la première fois que je parle à un public de psychiatres. Donc, pour moi, c'est aussi une nouvelle expérience. Et donc, j'espère qu'on aura... je suis certaine qu'on aura une conversation très intéressante. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de Gilles Deleuze et de critique et clinique. Donc, bon, je vais essayer de m'adresser donc à un public qui est hétérogène. Donc, je vais dire un peu des choses générales d'abord sur Deleuze. Donc, généralement, le nom de Deleuze est connu par tous, mais sans qu'on connaisse forcément très bien ce qu'il y a derrière, si ce n'est qu'il incarne probablement parfaitement cette figure typiquement française des années 60, celle de l'intellectuel, c'est-à-dire d'un penseur à la croisée en fait, des disciplines et jouissant d'une aura particulière sur la place publique. Donc, certains connaissent les films de son abécédaire qu'on peut voir sur YouTube et qui offrent donc une bonne entrée en matière, enfin ludique, dans l'univers de ce penseur. Sa renommée est parfois litigieuse et il a été très critiqué d'ailleurs, sûrement tout simplement par sa place en fait dans l'histoire de la pensée, les années 60, l'époque 68, cet aspect un petit peu débridé dans la façon d'exprimer sa pensée. Le fait aussi probablement qu'il a refusé en fait la pensée systématique qui avait caractérisé les grandes philosophies des siècles passés, puis parfois aussi renvoyé à l'image d'un militant politique dont les luttes seraient désuètes. On a aussi pu lui reprocher d'être un commentateur plus qu'un philosophe, enfin voilà. En fait, c'est que Deleuze est très éclectique et nous verrons que cela a un sens plus profond qu'il n'y paraît. Et puis, on peut aussi considérer simplement que son œuvre se décline en plusieurs phases. D'abord, celle d'un commentateur et historien de la philosophie. Ensuite, une œuvre philosophique plus personnelle, avec notamment des œuvres comme Différence et répétition, Logique du sens. Et puis, une œuvre plus politique directement avec Guattari, notamment l'Anti-Oedipe, Mille Plateau. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de Critique et clinique, qui est un recueil de textes et de conférences publiés en 1993. Pourquoi cet ouvrage ? Parce qu'il présente en fait un avantage qui est d'aborder de façon assez transversale la question de l'interprétation chez Deleuze. Il présente également un inconvénient qui est que les textes qui composent Critique et clinique sont assez courts, incandescents, parfois un peu coup de poing, mais qui peuvent en fait perdre le lecteur qui ne serait pas tout à fait averti et qui ne serait pas connaisseur en fait des concepts de Deleuze. Donc on va essayer ce soir d'en donner quelques clés de lecture et puis en abordant aussi de façon assez libre les liens et les postérités possibles de Deleuze avec la psychiatrie. Donc, d'abord, je me replace dans le contexte de ce séminaire.
qui s'est donné donc, pour thème cette année l'interprétation, qui est une notion très importante de la philosophie et qui s'est cristallisée au XXe siècle dans la question de l'herméneutique, l'art d'interpréter, qui a trouvé donc des figures de proue telles que Ricoeur, mais aussi Gadamer et puis Heidegger, qui l'a même érigé en disposition essentielle de l'être, enfin de l'homme et de l'être. Donc l'interprétation survient lorsque le langage est au-delà d'un code, lorsque le sens qui se donne par le signe lui est hétérogène, comme le symptôme est hétérogène à la maladie, comme la lettre à l'esprit. Et donc, elle relève d'un effort, d'un travail, voire d'une méthode. Ça, on a pu en parler notamment avec la séance sur Gadamer, qui en fait refuse la méthode, pour donc relier l'un à l'autre de ces pôles, le signe et le sens, le symptôme et la maladie. L'interprétation a donc traditionnellement pour objet premier le langage, mais aussi les objets historiques, les comportements humains. La question de l'interprétation est évidemment importante au sein de l'hôpital, puisque l'art médical, au sens clinique, est avant tout une sémiologie, c'est-à-dire une étude des signes. Et elle l'est peut-être plus encore dans un hôpital psychiatrique où l'objet d'étude n'est pas simplement un organe, mais l'homme, son langage, son comportement, sa pensée, ses émotions. Donc chez Deleuze, le signe va tenir une place assez centrale et va opérer en fait dans sa pensée à des niveaux différents, à des sphères différentes, selon une méthode de pensée qui est propre à Deleuze, qui est de pouvoir en fait traverser des champs à l'aide de ces concepts. Et la difficulté étant que ces concepts en fait subissent quelques transmutations en fait dans ces traversées. Donc, pour aborder cette question de l'interprétation et notamment celle du signe chez Deleuze, je vais me concentrer sur certains en fait, textes de critique et clinique. Je ne vais pas en fait tous les citer. Et puis, il sera aussi question, à la fois dans ma présentation et puis aussi dans les développements de Jeanne, de notions développées plus profondément dans d'autres ouvrages, évidemment. Donc, critique et clinique est bien un recueil, donc il ne suit pas une logique de démonstration. Donc, ce n'était pas tellement pertinent de faire un commentaire linéaire. Ça sera plutôt une discussion thématique qui va permettre d'articuler les idées convoquées et puis de discuter aussi de questions intéressantes de la psychiatrie. Donc, il me semblait important, en fait, avant de vraiment entrer dans le livre, de faire une mise en garde, notamment pour le public des médecins, pour qui une lecture de Deleuze abordant les pathologies psychiatriques pourrait paraître déroutante. Donc, je rappelle que pour Deleuze, les grands textes sont écrits comme dans des langues étrangères. Et je crois que c'est pour cette raison qu'il faut se garder de tomber dans le piège de vouloir trop hâtivement importer les déclarations sur la psychiatrie directement dans notre champ. Ainsi, quand il s'agit de parler de la santé supérieure de l'enfant, de l'hystérique ou du schizophrène, comme il peut le dire dans l'Anti-Oedipe, il ne s'agit pas pour nous d'entendre que l'enseignement de Deleuze serait de nous dire un peu naïvement qu'en gros, la schizophrénie serait positive, qu'elle serait un gain et qu'in fine, on aurait à perdre à la traiter. C'est pas du tout en fait le point. Et d'ailleurs, dans Critique et clinique, Deleuze insiste bien sur le fait que les schizophrènes qui se font eux-mêmes ce qu'il appelle une santé sont en fait des artistes, avec Antonin Artaud comme figure de proue, et que c'est parce qu'ils sont artistes qu'ils ont cette capacité. Il dit bien que la maladie est une impasse, même si la pensée, penser cette maladie-là peut en fait faire ressortir des concepts féconds, ça, bien entendu. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il faut plutôt utiliser pour nous, psychiatres, ces termes comme des faux amis, comme on ferait donc des faux amis d'une langue étrangère, c'est-à-dire indirectement, et que c'est plutôt par des liens, je pense, et des associations qui peuvent nous aider à penser notre discipline. Donc, dans un premier temps, je vais m'attacher, je vous ai un petit peu menti sur la question de la non-linéarité. Je vais d'abord commencer par le commencement avec Deleuze, c'est-à-dire en partant de la sphère traditionnelle de l'interprétation, qui est le langage.
pour dégager ce qu'il appelle en fait une clinique qui serait poétique et qui est mise en rapport avec une clinique psychotique. Donc cette entrée en matière nous amènera naturellement à définir plus profondément le statut du signe, dont on verra qu'en fait il est très particulier dans la pensée de Deleuze. Il est, selon Deleuze, force ou affect. Enfin, nous verrons que son importance au signe est telle que cela mène à une redéfinition en fait, de la pensée elle-même, et avec cette conséquence en fait, qui est de la prééminence de l'expérimentation sur l'interprétation. Donc, je disais, partons du commencement de Critique et clinique avec Deleuze. Donc, il part de l'objet traditionnel de l'herméneutique et de l'interprétation en général, en plaçant donc le langage, et particulièrement le langage littéraire, qu'il va mettre en balance avec le langage psychotique au principe de cet ouvrage. Donc, je trouvais ça bien quand même de vous citer l'avant-propos pour qu'on entre dans ce texte ensemble. Cet ensemble de textes, dont les uns sont inédits, dont les autres ont déjà paru, s'organise autour de certains problèmes. Le problème d'écrire. L'écrivain, comme dit Proust, invente dans la langue une nouvelle langue, une langue étrangère en quelque sorte. Il met à jour de nouvelles puissances grammaticales ou syntaxiques. Il entraîne la langue hors de ses sillons coutumiers, il la fait délirer. Mais aussi, le problème d'écrire ne se sépare pas d'un problème de voir et d'entendre. En effet, quand une autre langue se crée dans la langue, c'est le langage tout entier qui tend vers une limite asyntaxique, agrammaticale, ou qui communique avec son propre dehors. Je passe un peu. Beckett parlait de forer des trous dans le langage pour voir ou entendre ce qui est tapis derrière. Mais quand le délire retombe à l'état clinique, les mots ne débouchent plus sur rien, on n'entend ni ne voit plus rien à travers eux, sauf une nuit qui a perdu son histoire, ses couleurs et ses chants. La littérature est une santé. Je trouve que c'est un très beau début. D'emblée, Deleuze semble nous situer dans une thématique qui est en fait bien différente de l'herméneutique classique, quoique nous soyons bien partis du langage. Effectivement, il ne s'agit pas là d'exégèse, et nous verrons, en fait, c'est vraiment pas ce qui l'intéresse, et il va même critiquer l'exégèse, notamment psychanalytique. Donc, Deleuze n'a de cesse de le marteler dans Critique et clinique. La littérature pointe vers son dehors. Donc, qu'est-ce que c'est que ce dehors ? Qu'est-ce que Deleuze veut dire quand il parle de cela ? On va l'explorer ensemble, et aussi, je pense, avec Jeannette Lin après. Mais il faut donc dire que ce qui est intéressant dans la littérature, c'est de forer des trous, d'explorer des marges, de faire trembler la langue. Et en pensant en fait à Rimbaud, qu'il cite d'ailleurs dans Critique et clinique, Deleuze parle de l'écrivain comme d'un voyant, en reprenant à son compte cette image magique qui fait signe vers un pouvoir propre de la littérature. Il dit, dans le premier chapitre, La littérature et la vie, ces visions ne sont pas des fantasmes, mais de véritables idées que l'écrivain voit et entend dans les interstices du langage, dans les écarts du langage. Donc, je pense que c'était important de dire qu'en fait, il y a une critique là de la notion de représentation ou de mimésis. Donc, cette notion de représentation, c'est une notion très importante dans l'histoire de la littérature et de l'art, qui parle à la fois de la fonction et tout à la fois des moyens propres de la littérature et de l'art en général, et depuis la tradition, depuis l'Antiquité grecque, Platon et Aristote qui parlaient de représentation. C'est un terme qui a évidemment énormément évolué à travers les siècles, selon la conception que l'on se faisait d'une œuvre d'art. Pour dire les choses très schématiquement, depuis, disons, la construction d'une fable vraisemblable qui serait censée rendre compte de l'action humaine, en passant par l'incarnation dans le sensible d'un modèle idéal, et puis jusqu'au XIXe siècle, avec le roman réaliste du XIXe, où la représentation prend vraiment une fonction d'imitation propre du réel. Donc c'est quand même une fonction de mise en rapport de l'œuvre avec le monde, par le biais de ses moyens propres, que sont les règles de création de l'œuvre. Mais pour Deleuze, ce n'est pas cette fonction-là de représentation qui va rendre l'art vital,
c'est pas non plus ça qui va rendre l'art essentiel pour penser et agir dans le monde. Pour Deleuze, le langage poétique a le pouvoir d'introduire du mouvement, de se faire devenir par en fait la violence même qu'elle inflige au langage et à ses règles. Et c'est pas un hasard s'il cite Rimbaud, puisque finalement la critique de la représentation émanait déjà des poètes eux-mêmes, et notamment de Rimbaud, qui pouvait reprocher en fait à la parole qui acceptait la loi de la mimésis, de la représentation, d'être une parole qui ne change pas le monde et qui d'une certaine façon s'y soumet. Alors qu'avec Rimbaud, et puis Deleuze reprend ça à son compte, enfin, je pense qu'on peut le dire, donc l'art se conçoit comme une forme de vie, et il s'agit plutôt de changer la vie plus que de la représenter. Donc, pour Deleuze, ce qui est intéressant, c'est de montrer ce qui met en œuvre le langage, ce qui va le mettre en mouvement. Et dans le chapitre « Bégaya-t-il », il va préciser cette idée, notamment en mettant en avant des artistes qui, selon lui, ont particulièrement bousculé la langue, ses règles et sa syntaxe, donc des auteurs comme Whitman, avec son écriture convulsive, des écrivains américains, des auteurs comme Beckett, comme Peggy, comme Roussel, ou encore Gerasim Lucas, qui va décomposer les syllabes et leur faire subir des transmutations et des recompositions pour créer un nouveau tissu de langue. Gerasim Lucas est par excellence cet auteur qui fait bégayer la langue, qui crée comme une orgie de mots. Il en est aussi question dans l'Anti-Oedipe, il me semble bien. Donc voilà, je vous recommande la lecture de ce grand poète. Donc pour Deleuze, il est donc avec Artaud le poète héros par excellence, poète anti-oedipien, c'est-à-dire se plaçant à un stade qui est antérieur au langage, et ainsi affirmant une puissance créatrice qui est la construction même du soi. Et c'est pour cette raison que les textes d'auteurs schizophrènes vont énormément intéresser Deleuze, même d'ailleurs des textes de personnes schizophrènes qui ne seraient pas des artistes, comme par exemple Wolfson, qui avait écrit un livre qui avait fait date, Le schizo et les langues, auquel d'ailleurs un chapitre entier est consacré dans Critique et clinique, et qui, en fait, par ces néologismes, ces paralogismes et tout ce que nous, en psychiatrie, on appelle des organisations, bizarreries, fait signe, en fait, vers une zone où le langage n'est pas. Donc, pour parler dans un langage plus psychiatrique, la schizophrénie, qu'on appelle d'ailleurs maintenant dans certains pays du monde plus schizophrénie, mais trouble de l'intégration, ce qui n'est pas inintéressant, et donc une pathologie qui est caractérisée, entre autres, par une dislocation du soi, où on peut entendre des voix comme si elles appartenaient à d'autres personnes, avoir des sensations de morcellement corporel, où les émotions peuvent être complètement dissociées des autres fonctions, notamment les fonctions exécutives. Et en fait, pour faire le lien avec donc l'intérêt de Deleuze et ce qu'il en dit, c'est comme si par cette dislocation même, on pouvait avoir accès à un stade qui serait pré-individuel, en fait, pré-unité, constitution du soi. Et voilà, c'est qu'au fond, les écrivains, et aussi les écrivains schizophrènes, ont accès à donc cette forme d'autodétermination, de recréation du soi. Donc, voilà pour le début de Critique et clinique. Mais donc, pour aller plus loin, en fait, ça c'était un premier point, mais le deuxième point, c'est que la littérature aussi, par le fait qu'elle échappe au normatif, elle n'est pas de l'ordre du normatif, elle va venir renseigner de façon presque symptomatologique sur en fait, les modes de subjectivation, c'est-à-dire c'est la manière de fabriquer un sujet. Et en montrant cela, l'écriture va jouer un rôle propre d'exposition du psychisme humain. Donc l'écriture est une expérience positive qui joue un rôle d'exposition du psychisme humain, qui va, en fait, selon Deleuze, parfois concurrencer directement l'étiologie médicale,
Et d'ailleurs, parfois, le philosophe va même s'appuyer sur elle pour venir jouer sur le terrain de la psychanalyse, sur le terrain de la nosologie psychiatrique et pouvoir contester certaines catégories. Donc, pour remettre un petit peu quand même les choses dans leur contexte de pensée et de l'époque, il faut comprendre un petit peu les influences aussi de Deleuze qui s'intéressent en fait à la question du normal et du pathologique et pour qui Canguilhem a été, comme beaucoup d'auteurs de cette époque, d'une importance fondamentale. Donc, pour rappeler en simplifiant, Canguilhem montrait la relativité des catégories du normal et du pathologique et proposait une distinction tonique entre l'anormal donc du latin qui contredit la règle, et de l'anomale, qui vient du grec, aspérité. Et l'anomale, donc, qui ne portait pas de jugement de valeur et qui était plutôt du côté de l'insolite, de l'inaccoutumé. Et donc plus dans une position par rapport à une multiplicité que dans un écart par rapport à une norme. Il interroge également ces questions-là dans la suite d'un auteur comme Blanchot, qui avait posé la question, pour le coup très ancienne, des liens entre la folie et la création, une très vieille question. Et puis, il y a également aussi, quelque part, Foucault, que Deleuze a énormément étudié et même enseigné, et donc Foucault qui attribuait un rôle clinique et politique à la littérature. Donc, il y a tout cet héritage et ce contexte de pensée-là, et qui fait que la littérature donc, va être symptomatologie et qu'on va pouvoir venir donc, jouer sur le terrain de la nosologie et de la psychopathologie. Et par exemple, dans le chapitre donc, consacré à Sacher Masoch, donc, il va bien dire que, selon lui, ça n'est pas Krafft Ebing, qui est donc le médecin psychiatre qui a créé le néologisme sadomasochisme, mais bien le texte littéraire en fait, de Sacher Masoch qui va vraiment nous introduire dans ce que c'est que le masochisme, qui lui en fait va inventer au sens archéologique, explorer les dynamismes, révéler des postures, des rapports, et que c'est sans son intervention à lui, enfin ces choses-là seraient demeurées invisibles. Et donc l'artiste se fait symptomatologiste, mais il se fait aussi son propre médecin. Et c'est ça qui fait dire à Deleuze que l'écrivain pratique une sémiologie et que la littérature est une santé. Donc je le cite. Masoch n'est pas un prétexte à la psychiatrie ou à la psychanalyse, ni même une figure particulièrement marquante du masochisme, c'est que l'œuvre tient à distance toute interprétation extrinsèque. Plus proche d'un médecin que d'un malade, l'écrivain fait un diagnostic, mais c'est le diagnostic du monde. Il suit pas à pas la maladie, mais c'est la maladie générique de l'homme. Comment peut-on comprendre cela ? Eh bien, il faut revenir à ce que l'on disait tout à l'heure, à ce pouvoir de la littérature de montrer ce qui est avant ou hors du langage. Alors, la question du avant pose débat. Je pense que Jeannette Lin n'était pas tout à fait d'accord avec moi, on en a discuté un petit peu avant. Moi, ça m'a beaucoup aidé conceptuellement, mais je pense qu'on peut raffiner cette idée-là. Donc là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on se situe dans un plan qui est pré-personnel, qui est pré-individuel. Et c'est ça, en fait, la condition du fait que la littérature puisse être une médecine et santé. En fait, c'est comme si elle allait permettre de rebattre les cartes, en fait, en se plaçant avant, en quelque sorte, si je puis dire. Et de cette façon, l'artiste va devenir comme un médecin de la civilisation, en faisant apparaître des nouvelles constellations de forces et en mettant à jour des symptômes et des types de vie dont une culture est capable. In fine, donner lieu à une critique des conditions actuelles et se faire même agent de transformation. Donc, c'est bien parce qu'on est écrivain qu'on arrive à exhiber les symptômes, à rendre sensibles des forces qui ne l'étaient pas. C'est pas parce qu'on est fou qu'on est artiste, c'est quand même important de le répéter parce que je pense que la confusion est quand même vite faite. Et on voit donc là que se dégage un nouveau terme important pour Deleuze, qui est le terme de force, et ce terme a à voir avec la question du dehors du langage. Et c'est donc un terme qui va prendre toute son importance dans la suite. Donc, nous disions que la perspicacité et les moyens propres de l'artiste vont venir corriger une dimension qui serait probablement trop normative de l'étiologie. Et
Je dis bien normative parce que donc la clinique littéraire, maintenant on peut parler de clinique littéraire, va se situer plus du côté de la variation mineure, du côté donc de l'anomie et pas de l'anormal. Et je vais dire la désorganisation créatrice, par opposition à la désorganisation qui serait psychotique, rend apte à saisir et à faire advenir ces figures mineures. D'ailleurs, il y a toute une question passionnante de la force des minorités chez Deleuze, mais je ne suis pas du tout assez spécialiste pour aborder trop cette question-là. Donc, nous en arrivons au point d'une critique plus spécifique en fait, de l'interprétation chez Deleuze, que nous commençons à, j'espère, un peu mieux saisir, puisque l'interprétation a à voir en fait avec la norme. Et l'interprétation, donc ayant à voir avec la norme, se ferait à l'aune d'un sens qui serait transcendant, c'est-à-dire préexistant, prééminent au texte. Or, la fonction même que nous venons de prêter à la langue littéraire invalide cette position interprétative. Comme dirait peut-être Deleuze, c'est pas qu'elle est fausse, mais parce que Deleuze en fait admet plusieurs régimes de vérité, mais c'est qu'elle n'est pas intéressante. Il y a tout un développement sur l'intéressant chez Deleuze qui est, je trouve, pertinent. Donc Proust va se faire symptomatologiste de génie parce qu'il va éviter ce plan transcendant du jugement et qu'il va se contenter de rester dans le plan immanent des affects. Et donc ça, c'est, je pense, un point essentiel pour comprendre la vertu critique de la clinique, sur laquelle on va revenir après. Donc, la littérature, je disais, se fait exploration des marges, symptomatologie clinique. Et on voit bien qu'on passe là, on est passé donc de la question de la littérature comme opérant donc une critique de la représentation à la littérature comme une véritable symptomatologie et Deleuze assignant à l'art une fonction d'expérimentation que nous allons voir par la suite. Donc, pour cette raison, il rejette l'herméneutique au sens de l'exégèse qui se rapporte à une transcendance du sens. Mais en fait, il rejette également les postures structurales qui substituent un fonctionnement textuel immanent et qui rateraient ce qui est montré dehors, dont on commence à entendre le dehors, donc le dehors qui serait force, qui serait affect. Donc, notamment à l'approche archéologique de l'interprétation psychanalytique, Deleuze va substituer une approche qu'il va appeler cartographique, et qui se ferait donc dans l'analyse des échanges, des directions, des dynamiques et des trajectoires. Je le cite donc dans le chapitre 9, ce que les enfants disent, où en fait il cite lui-même Guattari à ce moment-là. Les lapsus, les actes manqués, les symptômes sont comme des oiseaux qui frappent du bec à la fenêtre. Il ne s'agit pas de les interpréter, il s'agit plutôt de repérer leur trajectoire pour voir s'ils peuvent servir d'indicateurs de nouveaux univers de référence susceptibles d'acquérir une consistance suffisante pour retourner une situation. En fait, contre la sémiologie et contre l'interprétation notamment empreinte de psychanalyse, parce que c'est vrai que c'est quand même le gros débat de l'époque, Deleuze va défendre sa sémiotique, car ce que la littérature montre, ce sont des signes, mais ces signes ne se rapportent pas à des signifiants qui feraient signe vers des signifiés. Et l'ouvrage, notamment Proust et les signes, en 1964, est consacré en partie à cette question. Donc, le point, c'est qu'entre les signes, il ne faut pas aller chercher un système causal qui serait encore trop pris en fait, dans les fonctions langagières. Toutes les causes, en fait, chez Deleuze, sont plutôt de l'ordre du signal et proviennent d'une rencontre de corps et impliquent des perceptions qui vont s'individuer ensuite dans des systèmes réels. Ainsi, la cause d'un signe va être un autre signe, et les signes vont être une force réelle et non un signifiant. Et c'est de cette façon que l'étiologie doit être remplacée par une signalétique, c'est-à-dire une étude de la dynamique de ces signes. Donc, on commence à voir que le statut du signe est assez complexe et très particulier, en fait, chez Deleuze. En 1964, il a écrit « Penser, c'est toujours interpréter, expliquer, développer, déchiffrer, traduire un signe ».
Et puis, en 1988, il va plus loin, il dit « Tout ce que j'ai écrit était vitaliste, du moins je l'espère, et constituait une théorie du signe. » Et en fait, tout se passe comme si le monde était constitué de champs et que ces champs comportaient des régimes de signes et que tout était signe. Mais ce n'est pas, pas donc le signe tel que nous, on l'entendrait comme, par exemple, un schizophrène l'entendrait quand il essaierait d'interpréter tous les signes, puisque le point, c'est justement que ce n'est pas vraiment l'interprétation qui est pertinente. Donc, tout est signe, ça veut dire quoi? Les animaux font signe, la littérature fait signe, les faits sociaux font signe. Mais ce qu'impliquent les signes, c'est contrairement à ce que pourrait dire Wittgenstein ou les logiciens, que Deleuze va attaquer comme il peut régulièrement, c'est qu'il y a quelque chose hors du langage et que les signes en sont la marque. Et dans en fait, plusieurs des derniers chapitres de Critique et clinique, il faut en fait arriver au bout du livre pour qu'il précise mieux en fait, ce statut du signe. Il expose et déploie l'origine de sa pensée du signe. Dans le chapitre 11, par exemple, un précurseur méconnu de Heidegger, Alfred Jarry, qui est un chapitre en plus assez rigolo, Deleuze insiste en disant « Le signe ne désigne ni ne signifie rien, mais il montre ». Et il va plus loin parce que ce qu'il montre, c'est le dehors, en fait, du langage. Et il est question dans ce texte de la chose elle-même, qui est une question traditionnelle en philosophie, la question de la chose en soi, qui agite la philosophie particulièrement depuis Kant, et qui place aussi Deleuze dans cette entreprise critique et dans l'héritage kantien. Donc, Kant, là je dis vraiment schématiquement, à travers ses critiques, avait donc montré les conditions de possibilité de notre accès à la connaissance. Et donc, disant que nous percevons et connaissons le monde en fonction de nos facultés, et que de ce fait, nous ne connaissons pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on peut le voir avec nos outils. Et donc, la chose en soi, cette chose hors de nos facultés, nous restant comme inaccessible. Et ça, c'est une question qui a profondément angoissé les philosophes, notamment Hegel et Heidegger, qui ont passé beaucoup de temps à penser en fait le statut de cette chose en soi. Et il me semble que quand même Deleuze se place aussi dans ce débat-là, même s'il va s'en écarter. Donc en disant, quand la langue se creuse en tournant dans la langue accomplit sa mission, le signe montre la chose. La chose, ici, je l'ai comprise comme étant la limite du langage. Et il dit, la chose est la limite du langage, comme le signe est la langue de la chose. Dans Spinoza et les trois éthiques, qui est aussi un des derniers chapitres de Critique et clinique, Deleuze poursuit cette thématisation plus en fait ontologique du signe, même si la question d'une ontologie chez Deleuze est une vraie question, hein, puisqu'il va critiquer la question du fondement et qu'il va préférer le mouvement et le devenir. Mais bon, il n'empêche qu'on se situe quand même dans des terrains de ontologie. Donc pour les non-philosophes, hein, je précise qu'on entend par ontologie généralement en philosophie l'étude de l'être, des essences, mais cela renvoie aussi aux questions, plus globalement aux questions inaugurales, aux questions de fondation en fait, de ce qui est, et donc in fine au fondement par la suite de nos connaissances. Donc, en s'inspirant de l'éthique de Spinoza qui est incontournable dans la pensée de Deleuze, Deleuze va présenter les trois éléments qui sont trois formes d'expression ou encore trois modes d'existence. Il s'agit, numéro 1, des signes qui sont affects, numéro 2, des notions qui sont concepts, et numéro 3, des essences ou percepts. Et on voit bien donc que le langage et l'interprétation, notamment avec ses règles de causalité, se situent au milieu. Et que les signes, en fait, sont comme en amont. Donc, qu'est-ce qu'un signe? Eh bien, un signe, c'est un effet. Le signe se place du côté du corps, du côté en fait, de ce qui va nous affecter et du côté donc de la rencontre, du mélange. Il va aussi parler des ombres par opposition à la couleur qui serait en fait les concepts et à la lumière qui serait les essences.
Donc, la rencontre, c'est un nouveau terme pivot, hein, après donc, le dehors, la force, l'affect, la rencontre. En effet, donc, le signe est sous-tendu par une force. Deleuze va pouvoir même dire que le signe est force, hein, parfois il l'utilise l'un pour l'autre. Et donc, avec Spinoza, il va passer de la question d'interprétation à la question d'éthologie, de la question de la signification à l'exposition des rapports de force. Donc, la symptomatologie arrache ainsi l'interprétation à une herméneutique du sens caché, donc traditionnelle, et maintenant procède en fait à un relevé des forces en présence. C'est ça qui va être pertinent pour Deleuze. Mais la signalétique de Deleuze emprunte donc beaucoup à Spinoza pour la question du signe, mais il faut aussi qu'on fasse un petit détour par Nietzsche, qui est également incontournable dans la pensée de Deleuze, et qui, Nietzsche, en fait, avait aussi entrepris une critique de l'interprétation. Il avait entrepris une critique globale, Nietzsche, ce grand penseur du XIXe siècle, critique des grands jalons de la morale européenne, de la métaphysique, des notions fondamentales, comme les relations de cause à effet. Et puis avait affirmé donc la dimension créatrice de la vie, la dimension joueuse, joyeuse, la force et la puissance qui sous-tend donc la disposition vitale. Et il est question de Nietzsche dans plusieurs chapitres de Critique et clinique, notamment dans ce chapitre Nietzsche et Saint-Paul, Laurence et Saint-Jean de Patmos. Dans ce chapitre, Deleuze travaille l'opposition entre le Christ d'un côté et Saint-Paul et Saint-Jean de Patmos, auteur de l'Apocalypse. Et il s'agit dans ce texte de montrer qu'avec l'Apocalypse, et donc particulièrement cet auteur qui est Saint-Jean de Patmos, qui va maintenir le Christ en croix, la vie, dans sa force et sa puissance, va se soumettre à l'éternité de Dieu, et ainsi la vie va être mise comme en suspens et réduite au jugement. Donc, l'interprétation pour Deleuze est bien du côté de ce jugement, du côté de la catégorie transcendante qui est extérieure, qui ordonne et qui juge. Et il va d'ailleurs opposer donc l'allégorie, qui va demander à être interprétée, au symbole. Donc l'allégorie qui serait du côté de l'Apocalypse et le symbole qui serait en fait pré-apocalypse, voire païen. Il va dire le symbole est un maelstrom, il nous fait tournoyer jusqu'à produire cet état intense d'où la solution, la décision surgit. Le symbole est un processus d'action et de décision. C'est en ce sens qu'il est lié à l'oracle qui fournissait des images tourbillonnantes. Je passe un peu, le symbole, lui, est fait de connexions, de disjonctions physiques. Et même quand nous trouvons devant une disjonction, c'est de telle façon que quelque chose passa dans l'écartement, substance ou flux. Car le symbole est la pensée des flux, contrairement au processus intellectuel et linéaire de la pensée allégorique. L'esprit moderne appréhende des parties, des bribes et des morceaux et met un point après chaque phrase, tandis que la conscience sensible appréhende un ensemble en tant que fleuve ou flux. L'Apocalypse révèle son propre but, nous déconnecter du monde et de nous-mêmes. Donc, se reconnecter avec nous-mêmes, on voit qu'en fait, ça fait partie des enjeux, c'est d'abord se placer sur le terrain des forces que les signes sous-tendent. Deleuze va donc ramasser Nietzsche en deux axes. Donc on va avoir une sémiotique générale et puis une éthique et une ontologie de la puissance. Et il va établir donc entre ces deux pôles donc, comme un couplage entre le signe et la force. Donc, en fait, tout rapport de force alimente cette sémiotique et puis donne lieu à une carte qu'on pourrait dire comme une carte signalétique des puissances mises en jeu. Donc, je le cite, le mode d'existence, c'est l'état des forces, en tant qu'il forme un type exprimable par des signes ou des symptômes. Donc, chez Deleuze, tel signe ou symptôme de rapport de force ne renvoie pas à un signifiant, mais bien à un état de puissance. Il expulse donc le signe du plan transcendant du sens pour le placer sur le plan matériel des forces. Et il n'est plus question de signifiant et de signifié, donc il est question de force, de matériaux, de ce qui nous affecte. Et
Et donc ça fait référence à un principe qui vient donc de Simondon, au principe de la modulation, qui est un principe un peu compliqué, et je pense qu'on reviendra dessus après avec Jeannette Lin. Donc, la littérature et l'art posent un problème de médecine et non de morale, et on verra que donc, poser ce problème en termes de force consiste en fait à transformer le problème de la subjectivité elle-même. Mais donc avant d'arriver à cette question de la pensée, de la subjectivité, je voulais dire un mot sur comment Deleuze travaillait sa conception de l'individu dans Critique et clinique. C'est pas simple parce que donc là encore il travaille l'apport de Spinoza et donc de l'éthique, et voit avec lui l'individu comme un mode, c'est-à-dire comme un rapport complexe de vitesse et de lenteur, de pouvoir d'affecter ou d'être affecté. Et on voit que là, on n'est finalement ni dans la conception d'un organisme, hein, où un tout régirait la partie, et puis pourrait être soumis à l'objectivation, mais on est aussi loin d'une formation utopique d'un ça, d'un moi et d'un surmoi. En fait, l'individu va plus être compris comme une composition cinétique de rapports de force, donc avec des pouvoirs qui sont dynamiques, d'affecter et d'être affecté en retour. Et donc, on pourra, pour un individu, définir sa longitude, qui va correspondre à l'état des forces, qui sera extensive, cinétique et extrinsèque. On va pouvoir parler de sa latitude et l'intensité ou la variation des puissances, donc, qui sera sa latitude, et qui va être intrinsique. Donc, l'étude de cette longitude va être la carte des signes, et la latitude va être donc une éthique des affects. Et là, Deleuze emprunte aussi en fait à des conceptions des sciences naturelles, et notamment de Geoffroy Saint-Hilaire, qui avait théorisé les variations intensives des corps. Donc, nous commençons à dégager une sémiotique de la force et une éthique de la puissance. Donc en fait, les affects composent les rapports de force et donnent lieu à des variations de puissance. Et en fait, Deleuze, pour reprendre un peu les héritages là qu'on vient de voir, va corréler donc, la composition des corps chez Spinoza, la modulation comme rapport entre les forces et les matériaux chez Simondon, la variation intensive des corps chez Geoffroy Saint-Hilaire. Et donc, c'est cela qui va assurer globalement à l'art sa fonction symptomatologique. L'art va donc bien dresser une carte des affects. Donc, nous disions qu'en littérature, la déformation à laquelle le style soumet la langue va lui permettre donc, de capter des modes d'existence inédits. L'invention stylistique chez Kafka va lui permettre d'explorer les modes de subjectivation de la bureaucratie, ou le style de Mazoc va lui permettre d'explorer les formations masochistes. Et donc, en fait, la forme dans l'œuvre va être comme le devenir de la force. Mais au principe, il y a bien, enfin, principe, c'est pas forcément le bon terme, mais enfin, en tout cas, il y a bien cette force-là qui agit. Alors, je trouvais ça intéressant de noter qu'en clinique addictologique, et notamment avec la pensée de Claude Lievenstein, qui a fondé l'hôpital Marmottan, la pensée de Deleuze a trouvé, je pense, sa résonance presque la plus directe en matière de soins. En effet, les grands concepts de cette clinique du toxicomane, donc Claude Lievenstein avait théorisé ce qu'il appelle la démocratie psychique, le miroir brisé, la cinétique, et il emprunte en fait énormément à ces théories des forces et du travail créateur de la marge, et il va d'ailleurs en fait théoriser ce qu'il appelle une clinique de l'intensité, mais pour ça je vous renvoie donc à un de ses ouvrages, des questions de cela, donc Destin du toxicomane, enfin il y en a plusieurs. Donc, j'en arrive à mon dernier point, qui va aborder la question de la pensée elle-même, de la subjectivité. On va arriver en fait à cette importance de l'expérimentation qui va
prendre la place de l'interprétation. Et avec cet adage de Deleuzeien célèbre, je ne sais pas si je le cite exactement dans le texte, mais c'est quelque chose du genre n'interprétez pas, expérimentez, voilà. Qui peut faire un peu sourire quand on le dit comme ça, mais enfin on voit quand on se plonge dedans, ça implique quand même un certain nombre de travail conceptuel. Donc, nous disions que puisque les formes, les représentations et le langage lui-même ne sont pas premiers, il en sort que l'inconscient, la pensée, ne peut pas être un tissu d'image. Elle ne peut pas en fait avoir ce genre de représentation préétablie. Et ça va être une critique majeure en fait portée à la psychanalyse, notamment le fait de ne pas avoir saisi les choses en termes d'affect et de force. Donc, parlons un peu plus de cette critique de la psychanalyse par Deleuze. Donc, en fait, selon Deleuze, la psychanalyse va agir comme si sa conceptualisation de l'inconscient était de nature anhistorique, en se donnant comme modèle le théâtre antique et en plaquant ça en fait sur l'inconscient. En fait, tout se passe comme si elle était, la psychanalyse, élaborée en toute méconnaissance de ses conditions réelles de production, en fait, comme si elle n'avait pas historicisé, en somme, ses propres concepts. Donc, dans l'anti-Oedipe, il y a bien une critique de l'inconscient freudien, et donc ce schizophrène inspiré d'Artaud devient comme le combattant anti-Oedipe contre le statut de l'inconscient et de l'interprétation en psychanalyse. Deleuze le dit, mais dans pas mal de textes et aussi de cours et de vidéos, l'inconscient n'est pas un théâtre. Et d'ailleurs, un argument important pour lui, c'est que le délire du schizophrène est généralement ce qu'il appelle historico-mondial. C'est-à-dire, en gros, on délire sur les gouvernements, sur l'histoire des peuples, plus qu'en fait sur sa petite famille. Bon, en réalité, on délire aussi parfois sur sa petite famille, enfin. Mais donc, le délire, selon lui, en étant historico-mondial, se situe en fait à un niveau qui est pas individuel, à un niveau qui est en fait pré-individuel. Et il va bien dire, l'inconscient est une usine, non plus un théâtre, et le cerveau de l'herbe plus qu'un arbre. Donc, pour Deleuze, l'activité interprétative de la psychanalyse, à l'aune de ces catégories de pensée qui, selon lui, sont en fait comme des catégories transcendantes, alors que donc il faudrait peut-être pouvoir les historiciser, les rendre dépendantes de leur contexte, en l'occurrence la Vienne du 19e siècle, dans une société bourgeoise, eh bien, cette activité confine au grotesque, en fait, pour Deleuze. Et dans le 9e chapitre donc, de Critique et clinique, il va prendre l'exemple de l'interprétation de Freud du petit Hans, en trouvant en fait que l'identification du cheval au père est tout bonnement absurde. Et il va dire c'est une rage de possessif et de personnel, et l'interprétation consiste à retrouver des personnes et des possessions. Et donc, c'est également cette dimension totalisante et qui rend cette entreprise interprétative quasiment totalitaire. En pratique psychiatrique, on parle souvent de cette tendance-là, enfin cette tendance en fait, et là je parle du point de vue des médecins, on pourrait parler de biais, hein, ça m'a fait penser à ça. Un biais qui serait de trop interpréter. Enfin, on voit bien qu'il reproche ça à la psychanalyse, en fait, hein, de se mettre à tout interpréter à tire-larigot. C'est vrai que ça peut être un biais pour nous médecins de tout interpréter à l'aune de notre diagnostic qui aurait été peut-être parfois trop hâtivement établi. Et donc de subsumer, en fait, sous nos catégories, l'intégralité des comportements, réflexions, activités que va pouvoir avoir notre patient. Et donc, dans ce cas aussi, la sémiologie médicale pourrait devenir une activité interprétative grotesque si elle ne prenait pas garde à ce biais-là. C'est donc en fait qu'en réalité, Deleuze rejette l'idée d'une vérité qui serait extérieure et objective à la pensée, enfin, extérieure à la pensée.
Et pour ça, il faut qu'on revienne à ce qu'on disait sur Spinoza. On avait bien vu donc, les signes, les concepts, les percepts, et donc les concepts sont au milieu. Et avant, donc, on a les affects, les forces, les variations de puissance. Et c'est pour cela qu'en fait, et c'est là que va intervenir la critique du fondement chez Deleuze, à mon sens, c'est pour ça que le philosophe ne peut que échouer dans sa recherche du concept premier, puisqu'en fait, il est au milieu par nature. Et donc, commencer ne va pas dépendre de la philosophie. Et pour cette raison-là, en fait, il n'y aura pas de lien naturel entre la pensée et la vérité. Et d'ailleurs, aimer le vrai ne va pas être quelque chose de spontané. Je le cite, « La vérité n'est jamais le produit d'une bonne volonté préalable, mais le résultat d'une violence dans la pensée. La vérité dépend d'une rencontre. Il ne la veut que sous l'empire d'une rencontre, par rapport à tel signe. » Donc, là, on progresse dans notre compréhension de la perspective critique de Deleuze. C'est-à-dire la question n'est pas comment atteindre la vérité, mais dans quelles conditions la pensée peut être amenée à chercher la vérité. Et donc, en fait, Deleuze décide de ne pas du tout basculer dans le chaos, mais il y a quelque chose de la vérité qui est préservée, mais donc la vérité vise autre chose qu'elle. Elle conçoit, elle est capable de concevoir autre chose qu'elle, mais pour autant, il s'oppose au logicien et il refuse de considérer que finalement tout est intérieur au langage et qu'on ne peut parler de rien de ce qui se passe ailleurs. Donc en fait, pour dire les choses autrement, Deleuze va intégrer la part irrationnelle presque comme un fondement et non pas comme un terrain sur lequel il ne faudrait pas s'aventurer. En fait, il faudra en prendre acte de cette part-là. Et d'ailleurs, il va dire, alors là, la logique se tait et elle n'est intéressante que lorsqu'elle se tait. Donc, la vérité, il en sort qu'elle est nécessairement plurielle. Elle n'est donc pas transcendante, elle n'est pas non plus structurale. Il y a donc plusieurs régimes de vérité, ce qui ne veut pas dire que tout se vaut. Et ça, je trouve que c'est un point intéressant de réussir à tenir en fait, tout cela en même temps. En fait, on peut, avec Deleuze, évaluer les vérités. Et on peut trouver du sens, en fait. On peut soumettre le vrai et le faux aux critères du sens, c'est-à-dire introduire dans l'élément de la vérité ou dans l'opposition du vrai et du faux une différence de niveau, des pluralités de degrés, et non pas vraiment des questions de probabilité ou de distance, mais des plans qui sont hiérarchisables. Et donc, problématiser va devenir une évaluation hiérarchique de l'important et de l'intéressant, ce que je disais plus haut. Donc, cette façon de conceptualiser l'important et l'intéressant que je trouvais assez pertinente. Et d'ailleurs, justement pour la recherche, les questions de recherche, cette question de l'intéressant, du sens au-delà du vrai et du faux, je trouvais ça pertinent. Alors, par exemple, en psychométrie, il est souvent, donc en psychométrie, il est question des méthodes de mesure en psychologie, c'est ça la psychométrie. Et donc en psychométrie, on trouve énormément d'études qui sont purement statistiques et qui visent à valider des construits psychométriques, à valider des échelles de mesure, qui sont donc parfaitement vraies. Mais finalement, parfois, on retrouve tout un tas d'études sans pouvoir comprendre d'où viennent ces échelles, comment ont été façonnés ces construits. Et finalement, la question du sens se pose au-delà de la question du vrai et du faux. Et donc, on se trouve avec des questions de validation mathématique d'objets dont l'origine, comme la pertinence, peuvent être douteuses. Et donc, je pense que c'est assez intéressant avec Deleuze de se dire qu'on peut ne pas se laisser donc aveugler par des vérités, qu'elles sont certes plurielles, qu'elles peuvent se balancer et qu'il faut surtout les faire passer à l'épreuve du sens. Donc,
pour Deleuze, le sens, c'est en fait la mise en communication de deux points de vue. Donc on avait parlé de l'importance de la rencontre, la mise en communication de plans ou de dimensions hétérogènes. Et en fait, il y a de sens que dans les interstices, dans les hiatus. Et c'est ça, en fait, qui est fécond chez Deleuze. Donc, on en revient à la question du dehors, à la question du signe et de la force. On comprend donc que le monde fait signe. En fait, au début, je voulais dire peuplé de signes, mais ce n'est pas exactement ça. Je pense que le monde fait signe parce qu'il nous affecte et que c'est dans et par le mouvement des forces qui nous affectent qu'en fait la pensée peut advenir. Et donc là, on revient à la critique de Kant. Donc, Kant aurait, lui, donc, établi les conditions de possibilité de la connaissance, mais en fait, ces conditions seraient restées très théoriques. C'est-à-dire qu'en fait, la pensée de Kant, si on pense avec Deleuze, en fait, elle rencontre rien du tout. Et alors que pour Deleuze, il s'agit bien de dire que, en fait, il n'y a de pensée que parce qu'il y a du choc, que parce qu'il y a quelque chose dehors qui nous heurte, une force, une puissance. On va même pouvoir parler de violence qui va être réhabilitée avec Nietzsche. Et donc, le signe comme instance positive qui vient du dehors renvoie en fait la pensée à son ignorance et force la pensée à se mettre en œuvre. Donc, en fait, ça, je trouve que c'est aussi très, très intéressant pour les psychiatres parce que, en fait, l'affect qui renvoie quand même au sentir est tressé avec la pensée. Et donc, je pense bien que Deleuze peut être vu comme une pensée qui échappe de façon originale à la question du dualisme, sans non plus adhérer à un réductionnisme naturaliste. Mais donc, c'est bien dans la rencontre, dans la relation, dans le fait d'être affecté par ce qui est hors de soi, que naît la pensée et que sort quelque chose de fécond. Et pour cette raison, ce n'est pas l'interprétation qui va donner un sens, mais c'est bien l'expérimentation qui va donner un sens. Et donc, l'acte de pensée, selon Deleuze, n'est certes pas inconscient, mais va s'engendrer en fait inconsciemment en deçà des représentations, puisque sa condition de possibilité en quelque sorte transcendantale est une logique des forces, c'est-à-dire une mécanique des affects. Et donc en cela, la pensée est un acte et ultimement une expérimentation et une création. Mais alors ça, c'est une question encore vaste qui ferait l'objet d'une autre, probablement d'une autre conférence, la dimension créatrice propre, dans laquelle je ne vais pas m'aventurer. Mais je trouvais ce dernier point intéressant dans les conceptions qu'on se fait en fait de ce que c'est que la pensée, cette espèce de tressage en fait perceptif et conceptuel. Et chez Deleuze, en fait, l'un ne va pas sans l'autre et on est en permanence affecté, et cette affection et le fait de renvoyer l'affection fait naître la pensée et dans un mouvement qui est en fait assez inextricable. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce texte, donc critique et clinique de Gilles Deleuze. Je vais donc passer la parole à Jeanne Ettelin, qui est à côté de moi et qui, je pense, a plusieurs précisions et points à vous apporter. Alors, je te passe la... Bon, merci beaucoup Camille, c'était vraiment super et j'ai vraiment, c'est super intéressant pour moi de voir la mise en perspective par rapport à des questions de pratique clinique contemporaine, et ça c'est sûr que c'est quelque chose que j'aurais pas pu du tout apporter à la conversation. Donc moi je vais m'en tenir à faire des commentaires sur les commentaires qui sont eux-mêmes des commentaires de commentaires, puisque comme l'a rappelé Camille, on a souvent reproché à Deleuze d'être, en tout cas dans la première partie de sa carrière, un historien de la philosophie, même si Deleuze était le premier à dire que ce qu'il aimait, c'était faire des enfants dans le dos des auteurs.
et qu'il a effectivement une méthode un peu perverse et qui consiste en fait à avoir d'être dans une forme de discours indirect libre, c'est-à-dire que quand il commente ses auteurs, on ne sait plus très bien ce qui relève de la pensée de l'auteur qu'il commente et ce qui relève en fait de sa pensée à lui qui commente. Alors moi j'ai trouvé que c'était un très bon choix d'avoir choisi Critique et clinique. C'est effectivement le dernier livre qui est publié de son vivant et qui est en fait un peu une singularité dans cette bibliographie parce que c'est le seul recueil de textes d'écrits, parce que donc il y a Dialogue et Pourparlers qui sont des recueils, mais c'est des recueils d'entretien. Et donc là, c'est un recueil d'écrits et c'est rare, d'autant plus qu'en fait, Deleuze détruisait systématiquement les manuscrits de ces textes publiés. Et donc, même si on en a retrouvé quelques-uns et que David Lapoujade en a édité sous la forme de recueil posthume, il y avait vraiment cette idée que ce que voulait produire Deleuze, c'était une œuvre finalement assez maîtrisée. Et en fait, l'avantage de Critique et clinique, à travers justement le fait que ce soit un recueil de textes, c'est d'avoir vraiment un véritable panorama de sa pensée, qui reprend donc les livres qu'il a pu écrire sur Kant, Spinoza, Nietzsche, Sacher Masoch, Beckett, mais aussi des références qui sont vraiment transversales à son œuvre, donc Artaud, Lewis Carroll, Melville, Platon, et en même temps la littérature est aussi quelque chose de constant en fait dans la pratique philosophique de Deleuze, puisqu'il commence un de ses premiers livres personnels, justement, c'est Proust et les signes, publié en 1964, et il y a eu plusieurs rééditions, notamment celle augmentée de 1970. Donc on voit que c'est une préoccupation constante. Et comme l'a très bien montré Camille, et en même temps, il y a une unité très forte de ce recueil de textes, car chaque chapitre aborde les mêmes thèmes, mais sous des angles différents. Alors moi, je voulais un peu... donc, je vais répéter beaucoup de choses qu'a dit Camille, mais en fait, je vais les répéter toujours de manière un peu différente, puisqu'il n'y a de répétition que dans la différence. Et donc, je voulais commencer par déjà partir du titre sur Critique et clinique. La critique, évidemment, c'est déjà un jeu de mots avec le fait que chaque chapitre est plus ou moins un commentaire littéraire, donc une critique littéraire. Mais en fait, ici, c'est vraiment la référence à Kant, comme tu as très bien souligné à la fin, qui est très important, parce que Kant, c'est à la fois c'est le grand ennemi au sens vraiment positif du terme. C'est vraiment celui qui est passé si proche et en même temps, il est retombé. Et parce que donc, la critique chez Kant, ça désigne l'étude des conditions de possibilité de la pensée. Et Kant le fait à partir de l'expérience possible qui présuppose un sujet transcendantal. Et donc dans le livre que Deleuze fait de Kant, il montre que ça repose sur un accord concordant des facultés, que ce soit les facultés de l'imagination, de la sensibilité, de l'entendement, de la raison. Et sauf que Deleuze va montrer que dans la troisième critique, qui est donc la traduction que préfère Deleuze, c'est au lieu de l'appeler la critique de la faculté de juger, il préfère l'appeler la critique du jugement. Et on va voir que le concept de jugement est vraiment important. Donc Deleuze va montrer que dans la troisième critique, en fait, il y a un peu ça annule un petit peu ce qui se passe dans les deux premières critiques, puisqu'il s'agit d'un dérèglement des facultés. D'un côté, on a le beau, où il s'agit, donc les facultés sont toutes mises à même niveau et se retrouvent dans une harmonie un peu par hasard, alors que le sublime, au contraire, on est dans une lutte des facultés entre elles. Et donc, Deleuze parle à ce titre d'un accord discordant des facultés. Et ce que ça révèle, c'est que les conditions de possibilité de la pensée ne sont pas à chercher dans l'expérience possible d'un sujet transcendantal, mais sont à chercher à partir de l'expérience réelle, ce qu'il appelle un empirisme transcendantal, c'est-à-dire, et là c'est ce qu'a très bien dit Camille, c'est-à-dire la rencontre avec quelque chose qui force à penser. Et ce quelque chose qui force à penser, Deleuze va l'appeler signe. Et le signe, il va le rethéoriser, non pas comme étant une entité mentale constituée à la fois d'un pôle signifiant et d'un pôle signifié, mais comme étant quelque chose qui relève de l'affect. Le signe, c'est ce qui nous affecte. Alors, donc ça, c'était sur la question vraiment plutôt critique. Sur la question clinique,
Donc là, c'est une référence à Nietzsche, évidemment, puisque Nietzsche se dit le philosophe médecin qui diagnostique les symptômes de la société. Et là, je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, la clinique, c'est justement l'étude des signes. L'étude des signes, car les symptômes, c'est déjà une manière de signifier avec son corps. Et on voit déjà le lien à travers la question du symptôme entre le signe et l'affect. C'est-à-dire que le signe n'est pas simplement renvoyé à une question linguistique. Et c'est là où Deleuze et Guattari, dans leur travail notamment dans l'anti-Oedipe, et Émile Plateau font une distinction entre sémiologie d'une part et la sémiotique d'autre part. La sémiologie, c'est vraiment l'étude des signes linguistiques. Et on pourrait dire en quelque sorte que la littérature s'oppose à la sémiologie en tant qu'elle peut être le champ qui a le plus posé la question du signe selon ses propres termes à elle. Et contrairement à la sémiologie qui va rajouter de la signification sur de la signification et en fait produire une espèce de répétition vide du signe. Donc, par opposition à la sémiologie, il y a la sémiotique qui est, pour le coup, l'étude des signes en général, puisqu'effectivement, les signes ne se réduisent pas à la question linguistique, mais relèvent plus généralement d'une théorie des affects. Et donc ça va servir à Deleuze à penser la maladie, le délire, disons, le délire plus spécifiquement, mais la maladie en général, non pas sous la forme d'interprétation, et notamment les interprétations psychanalytiques en termes de papa-maman, comme il dit, et éviter aussi de comprendre la maladie par des explications mécanistes de physiopathologie. Il veut comprendre la maladie en termes historico-mondiaux. Ce que ça veut dire, c'est qu'on délire le monde. Quand on délire le monde pris dans son histoire. Donc, effectivement, on peut délirer papa-maman. Mais si on délire papa-maman, c'est parce que papa-maman, c'est une forme historique du monde. Et que du coup, ça n'a pas du tout de valeur universelle. Et donc, la question de l'historico-mondialité du délire, c'est l'idée que le délire est impersonnel et conditionnel, par opposition à la psychanalyse qui ramène tout au personnel excessif. On ne dit pas un enfant a été battu, mais la psychanalyse va dire mon père m'a battu. Et donc tout de suite, on va tomber dans la personnalisation du délire. Et il faut juger, quoi. Et donc ça conduit Deleuze à penser une critique du jugement. Alors, par critique du jugement, je vais détailler là-dessus, mais ça suppose un mouvement de la transcendance vers l'immanence, de la représentation, c'est-à-dire de la question de l'être, à l'expression, c'est-à-dire la question du devenir, et un passage de l'interprétation à celle de l'expérimentation. Et donc, ce passage de l'interprétation à l'expérimentation, c'est ce qui permet de comprendre que la littérature est une santé. Alors, ça ne veut pas dire que faire de la littérature, c'est ce qui va nous soigner. On ne va pas sublimer la maladie ou les symptômes ou le délire par l'écriture. Mais c'est de dire que la littérature, c'est un savoir clinique, c'est un savoir sur ça. C'est quand les écrivains écrivent, quand Sacher Masoch écrit sur la perversion, quand Artaud écrit sur la schizophrénie, en fait, ils produisent un savoir sur leur propre maladie, et ça, ils le peuvent car dans les deux cas, que ce soit la littérature ou la maladie, c'est une question de signe. Et donc, la littérature permet en fait de pouvoir faire une symptomatologie, de produire un savoir des signes sans passer par la question d'interprétation. Et donc, un des procédés fondamentaux de l'expérimentation que constitue la littérature comme santé, c'est la minoration de la langue majeure, c'est-à-dire porter la langue à sa limite de telle sorte, comme le répète à longueur de page Deleuze, c'est de dire que c'est la citation d'ailleurs qui ouvre le bouquin, c'est exactement « Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère ». Et en fait, il faut bien comprendre que la langue étrangère, ça s'oppose à l'idée de la langue maternelle. La langue maternelle, justement, renvoie à cette idée qu'on est de l'ordre du papa-maman et que donc on est dans un ordre d'explication en termes familiales qui, en fait, derrière, cache
du fascisme, parce que la langue maternelle, c'est aussi la langue de la nation. Alors que la langue étrangère, c'est ce qui va pouvoir ouvrir sur un dehors, et ce dehors, c'est un devenir autre. C'est devenir autre que soi-même. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir ouvrir des lignes de fuite qui permettent une forme de santé. Alors, donc, si je suis trop longue, il ne faut pas hésiter à m'interrompre. Non, pas du tout. OK. Alors, donc pour revenir sur la question de la critique du jugement, donc la critique le jugement, c'est typiquement le paradigme du jugement, le système du jugement, comme Deleuze l'appelle, c'est ce que Nietzsche appelait la morale des faibles, c'est-à-dire une forme d'ascétisme que Nietzsche fait remonter au christianisme, qui est en fait une négation de la vitalité de la vie. C'est la vitalité de la vie, donc la référence à Canguilhem elle est tout à fait très éclairante, c'est tout ce qui est l'activité créatrice de la vie qui, en tant que production de normes immanentes à la vie elle-même, à partir d'une polarisation entre les valeurs positives, c'est-à-dire l'augmentation de soi, l'augmentation de sa puissance d'agir, et les valeurs négatives, tout ce qui va être diminution de sa puissance d'agir. En niant par la négation de la vie, en fait, par le jugement, on est incapable de comprendre l'apparition du nouveau. Parce que le jugement, ça va être une manière de fixer, de figer la capacité créatrice de la vie. Et tu parlais de la part irrationnelle dans la question du dehors. Et en fait, la part irrationnelle, c'est exactement la vitalité de la vie. C'est-à-dire, à un moment, Deleuze, il dit, la vie, elle est injuste, elle est d'autant plus injuste qu'elle est injustifiable, et pourtant, c'est la vie qui justifie tout. Et c'est ça l'irrationalité. Et donc, Deleuze propose de substituer l'idée de jugement par l'idée de justice. Mais si on comprend bien, cette irrationalité de la vie qui est injuste, injustifiable, mais justifie tout. Et donc, le pouvoir de juger, donc, qui est donc cette morale des faibles, cet ascétisme, consiste en fait à découper l'existence en unités, en lots bien délimités, qu'ensuite on rapporte à des formes immuables, éternelles, telles les formes platoniciennes. Et donc ça, c'est le paradigme donc, de la transcendance. Et c'est établir des critères préexistants au nom desquels on va juger, au nom desquels on va dériver une organisation hiérarchique des valeurs dans la vie et dans la société. Et en fait, ça repose sur un dualisme qui est donc le propre du paradigme de la représentation en opposition à l'expression et de l'interprétation par opposition à l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec d'un côté le sensible et de l'autre l'intelligible. Et l'objectif, c'est de faire correspondre l'un à l'autre et de dire ça correspond, donc on est dans le régime du vrai, on est dans la vérité et on est dans le bien, ou ça ne correspond pas. Et dans ce cas-là, on est dans l'erreur. Et ça, c'est ce contre quoi s'oppose Deleuze. Et pour lui, il ne faut pas juger par abstraction morale et impératif transcendant, mais il faut être dans la justice, qui serait la convenance et la disconvenance, l'augmentation et la diminution des forces vitales. Et donc, pour pouvoir échapper, pour pouvoir faire une critique du jugement, pour échapper au système du jugement, qui repose sur ce paradigme de la représentation et de l'interprétation, et donc pour échapper à la transcendance, il faut en fait changer, disons entre guillemets, c'est là où c'est un peu délicat, de système philosophique ou de métaphysique. Alors, toi, tu parlais d'ontologie. Alors, effectivement, c'est très, très débattu parce que l'ontologie, c'est... il y a ce chapitre sur Heidegger dans Critique et clinique. L'ontologie, c'est ce par quoi Heidegger cherche à dépasser la métaphysique. Sauf que et l'ontologie, c'est la science de l'être. Et ce que va de l'être, pas la lettre... par opposition aux chiffres, mais de la question de l'étang, avec un grand E. Voilà.
Et en fait, ce que Deleuze, lui, va s'inscrire à partir de Spinoza, de Simondon, de Bergson, dans plutôt des philosophies processuelles, où il s'agit de penser l'être comme seulement une étape du devenir, comme seulement un état qui, à un moment, se concrétise. Mais donc, on ne peut pas parler d'ontologie en ce sens-là. Par contre, on peut peut-être plus facilement parler d'ontogenèse. Et du coup, en fait, cette ontogenèse, donc elle va reposer, par exemple, sur la distinction entre moulage et modulation, donc sur laquelle tu voulais que je précise un peu. Donc, disons, la manière dont on conçoit l'individuation, donc la formation de l'individu, c'est souvent sous le modèle du moulage. Donc, on a d'un côté une matière et une forme. Donc, on peut avoir de l'argile et de l'autre un moule. Et en fait, on va considérer que dans la rencontre entre une matière et une forme, on va obtenir un individu. Et ce modèle-là, on le retrouve en fait dans toute la philosophie occidentale. Et ça permet, ne serait-ce que sur l'idée que la femme est un réceptacle, la femme c'est ce qui apporte la matière, et l'homme avec le sperme, c'est ce qui apporte la forme. Donc ça, c'est dans la philosophie très moderne. Et que c'est comme ça que les individus sont créés. Et donc, à ça, en fait, Simondon, à travers son étude de la formation de l'objet technique, va montrer que c'est un modèle complètement abstrait qui contrevient complètement à l'expérience. C'est-à-dire que quand un artisan fabrique une brique, eh ben, il sait très bien que son moule, qui est donc censé être la forme, c'est déjà de la matière, donc c'est une matière formée, et que de l'autre, son argile, c'est déjà une matière formelle, c'est-à-dire c'est déjà un mélange, un composé de matériaux auxquels on a en fait donné une forme. Et que donc, on n'a pas d'un côté une opposition matière-forme, on a au mieux de la matière formelle et de la forme matérielle. Et donc, à ça, Simondon va proposer de remplacer donc, le couple matière-forme par celui de force-matériaux. Quand on fabrique une brique, en fait, c'est la rencontre entre les formes les forces du moule et les forces de l'argile. Et c'est par cette rencontre entre des forces que va être produit quelque chose comme un état métastable qui peut renvoyer à l'idée de l'être, de l'individu ou d'une brique, etc. Et donc, en fait, à partir de cette idée de la modulation, et donc pour comprendre la question de l'individuation, il y a Deleuze lie Simondon avec Spinoza, c'est-à-dire que de même, chez Spinoza, en fait, la question des individus est renvoyée à une question ce sont des modes de la substance. Donc, c'est une question de modification de la substance unique qui sont pris dans un ensemble de rapports. Et donc, la question de l'individu ou de l'être, c'est simplement la capacité à être plus ou moins affecté et à affecter plus ou moins les autres corps avec lesquels nous sommes en rapport. Et c'est ça ce qu'appelle effectivement un signe. Ce que Deleuze appelle un signe, c'est l'effet d'un corps sur un autre. Et ces effets-là, ils peuvent être de deux types, soit du côté de l'augmentation. Il prend l'exemple du soleil sur la peau. Augmentation de ma puissance d'agir, le soleil me fait sentir bien, c'est agréable comme sensation de chaleur. Ou ça peut être sous la forme de la diminution, le soleil va me brûler. Mais l'enjeu, c'est de simplement dire que entre cette idée d'augmentation et de diminution, c'est que nous ne sommes que dans des variations de notre puissance. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'il y avait la question de l'actuel et le virtuel, mais je ne sais pas si je vais vraiment revenir là-dessus. Voilà, je pense qu'on peut arrêter là. Alors, merci beaucoup pour ces précisions importantes, notamment la question de la variation de la puissance, je trouve que quand on le lit, ça peut être... on peut ne pas du tout comprendre de quoi il s'agit. C'est assez difficile. Enfin, bon, en tout cas, c'est vrai que je pense que c'est un peu... Deleuze, quand on ne le connaît pas, c'est un peu traître, parce que finalement, il est... sa célébrité fait qu'on pense qu'on va pouvoir y entrer dedans facilement, alors qu'en fait, c'est quand même une pensée qui est complexe et exigeante
enfin bon, et puis il faut probablement consentir aussi pour pouvoir y entrer. Enfin, Ouais, alors, du coup, je ne sais pas comment on va faire. Peut-être Ouais. qu'on peut essayer d'avoir les deux. Oui, on va essayer de faire ça. Okay. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a un coup, comme tu dis, il y a un coup d'entrée. Et en même temps, je trouve que l'avantage formidable de Deleuze, c'est d'avoir toujours considéré que la philosophie ne pouvait pas se faire sans connexion hétérogène avec un dehors de la philosophie, et donc tout ce qui relève des pratiques. Et justement, c'est en lien avec cette idée d'un signe qui nous force à penser, c'est-à-dire qu'on ne pense pas à partir de la pensée elle-même, mais on pense à partir d'une rencontre. Et donc, il va écrire, c'est comme ça qu'il écrit des livres sur la littérature, ou le cinéma, ou l'art, ou sur la psychiatrie, enfin la psychanalyse. Ça, c'est toujours une pratique non philosophique qui va susciter, du coup, une pensée philosophique. Et donc, moi, par exemple, je suis rentrée par Deleuze. À la base, je ne faisais pas des études de philo, je faisais des études de cinéma. Et c'est en lisant ces livres sur le cinéma que je suis rentrée dans la pensée de Deleuze. Mais effectivement, c'est grâce au fait que j'avais une pratique non philosophique, qui est la pratique cinématographique, qui m'a conduit ensuite à la philosophie. Et donc, ça permet aussi d'éviter ce genre de production philosophique qui... c'est des philosophes qui se parlent à des philosophes. Et donc, il me semble que, même si effectivement je conçois parfaitement qu'il y a un coup d'entrée énorme, il y a quand même, je trouve, une place pour ce qui est non philosophique dans son œuvre. Après, il y a un point qu'on n'a pas trop abordé et qui est un point, je pense, important, mais tu en as un peu parlé quand tu as parlé de la dimension processuelle et puis de l'héritage de Bergson, dont moi, je n'ai pas du tout parlé, mais qui est fondamental. Et je pense qu'il vient aussi éclairer, les questions du devenir et du vitalisme de Deleuze, parce que la question du vitalisme, elle n'est pas évidente. Du point de vue médical, c'est vrai que le vitalisme, ça paraît être une notion un peu... désuète, scientifique, oubliée, bon, mais je ne sais pas si tu peux nous éclairer un peu sur la question du vitalisme de Deleuze, parce qu'il le met en fait aussi en rapport avec le statut du signe. Ouais, non, c'est vrai. C'est une question assez difficile. Ouais. Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse, mais ouais. À un moment, tu as dit quelque chose de vraiment très juste qui était c'est le monde qui fait signe. Je pense qu'en fait, c'est l'idée que le monde, la réalité, la vie est déjà signe. Et en un sens, c'est aussi une manière de sauver l'idée que la vie a un sens. De dire ça. Ce qui est très beau d'ailleurs, je trouve. Voilà, je pense que la philosophie de Deleuze, elle est très optimiste, elle est toujours dans l'affirmation de la vie, dans la joie. Ça peut paraître surprenant pour quelqu'un qui s'est suicidé, mais c'est vraiment... Après, on pourrait peut-être lui reprocher de faire de la vie une espèce de valeur suprême. Moi, c'est toujours quelque chose où c'est vrai que... Et en même temps, c'est pas vrai, parce que la vie peut être destructrice. Il y a aussi les forces du chaos. C'est pour ça, c'est pas du tout un éloge de la schizophrénie, parce que, je veux dire, Deleuze a travaillé avec Guattari, qui était le psychiatre et qui voyait très bien des gens en souffrance, que la psychose produit des souffrances. Donc, ce serait complètement aberrant de dire que c'est un modèle positif et qu'il faut que tous on devienne schizophrène. Je veux dire, c'est jamais un psychiatre dirait ça, quoi. Donc, de faire dire ça à Deleuze, c'est aberrant. Mais c'est simplement... mais c'est ça qui est injustifiable dans la vie, c'est que la vie, c'est à la fois le chaos et le cosmos. Et donc, c'est un vitalisme, mais pas du tout un vitalisme fasciste qui considérerait qu'il y ait une bonne vie et qu'au nom de cette bonne vie, il faudrait annihiler toutes les autres formes de vie. Et ça, je pense que c'est un ça que son vitalisme diffère. Je ne sais pas si du coup il y avait des questions dans la salle virtuelle. Il y a Élodie Boissard qui nous a quittés. Oui, bah, du coup, les questions, vous pouvez les poser soit dans le chat. Je ne sais pas si les personnes peuvent vraiment prendre la parole. Peut-être si on les a... Si vous pouvez demander de réactiver le son, peut-être on peut vous donner la parole aussi. Ouais. En fait, on peut poser les questions soit dans le... Enfin, si vous posez les questions dans le chat ou vous levez une petite main et puis ensuite on peut vous... Ah, voilà. Alors, demande de réactivation du son. Je ne sais pas si tu peux le faire. Je
Alors, on a le professeur Gaillard qui nous fait... oui, qui nous fait l'honneur de nous poser une question, mais on a du mal à réactiver le son. On va y arriver. C'est bon, je crois que ça marche. Normalement, c'est bon. Ouais, je crois que j'ai le son. Par contre, il y a un effet. Peut-être parce qu'on est trop proche du bureau. Ah, super. Merci, c'était très intéressant. Vraiment une présentation qui donne envie de lire ou relire Deleuze, donc c'est le but. Merci beaucoup. En même temps, j'ai une interrogation autour de la place de la psychiatrie. Parce que finalement, Deleuze, dans un usage plus politique, a été volontiers utilisé par l'antipsychiatrie. Et à vous entendre, on entend beaucoup d'anti-psychanalyse, ou déjà d'anti-Oedipe, mais pas forcément parler réellement de psychiatrie. Enfin, j'ai un peu l'impression qu'on passe à côté de la psychiatrie en fréquentant la psychanalyse, comme si la psychanalyse était censée se substituer à la psychiatrie et qu'il était question de critiquer la psychanalyse, de contester la psychanalyse ou de venir à d'autres idées que celles de la psychanalyse, en tout cas oedipienne, disons freudienne orthodoxe, à partir de Deleuze. Et donc, je pose la question à toutes les deux, y compris la psychiatre, est-ce qu'on parle là de psychiatrie ? Merci beaucoup pour votre question. Je vais peut-être commencer par répondre et puis ensuite, Jeanne, tu pourras... plusieurs choses. Alors déjà, je pense que dans critique et clinique, il est en fait plus souvent question de la critique de la psychanalyse que de psychiatrie et surtout d'anti-psychiatrie en soi, dans ce texte-là. Après, c'est vrai que moi, j'ai volontairement pas forcément cherché à rentrer dans le débat propre de l'antipsychiatrie, même si je l'aurais fait si le texte y entrait frontalement. Après, c'est vrai que pour ce qui est des liens que j'ai pu faire avec ce texte en rapport avec la psychiatrie, moi, je trouvais que c'était plutôt fécond concernant la façon en fait de concevoir ce que c'est que la pensée, ce que c'est que un inconscient, et plus que directement pour aller penser le symptôme, le vécu du malade. Donc c'est vrai que je suis pas en fait entrée directement dans des questions de psychiatrie pure parce qu'il me semblait que ce texte-là ne les appelait pas comme ça directement. Mais après, peut-être que tu peux plus répondre sur la question de la psychiatrie, de l'antipsychiatrie, puis du contexte de cette pensée-là. Alors oui, donc je vais essayer de répondre. Donc effectivement, alors c'est ambigu la position sur à la fois la psychiatrie et la psychanalyse, parce que comme je rappelais, Deleuze a beaucoup travaillé avec Guattari, qui était donc psychiatre et psychanalyste, mais effectivement qui s'inscrivait dans la psychiatrie institutionnelle à travers la clinique de Laborde, et donc où il s'agissait vraiment de repenser la question clinique et thérapeutique à travers ce qu'on appelait les problèmes historico-mondiaux, c'est-à-dire de remettre vivre en commun, réinscrire la vie quotidienne dans la pratique thérapeutique, etc. Et repenser l'inconscient selon effectivement des termes critiques par rapport à l'école freudienne et même lacanienne. Plus particulièrement, dans ce que peut, dans la question psychiatrique, disons que dans le recueil Critique et clinique, par exemple, je pense que Camille l'a mentionné, c'est à un moment la question littéraire, ou en tout cas la manière dont les écrivains qui sont psychotiques ou pervers écrivent, donnent en fait un savoir, comme je disais, clinique sur leur propre maladie, qui parfois va à l'encontre de l'étiologie médicale. Et notamment, par exemple, sur la question de Sacher-Masoch, il s'agit de montrer que
en comparant textuellement la manière dont Sade construit ses délires pervers et la manière dont Sacher Masoch construit ses délires pervers, Deleuze dit mais on ne peut pas parler de sadomasochisme parce que le sadisme et le masochisme sont en fait des choses complètement distinctes et il n'y a pas de rapport de relation ou de conversion de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'un sadique n'a pas besoin d'un masochiste et le masochiste n'a pas besoin d'un sadique. En fait, ce que construit le sadique et ce que construit le masochiste est complètement hétérogène. Et donc là, en un sens, il s'agit de corriger les catégories psychiatriques. Enfin, je dirais peut-être une troisième manière de parler de la place de la psychiatrie dans l'œuvre de Deleuze, c'est à travers la question de réinterroger le rapport corps-esprit à travers la notion d'affect et notamment de signe, d'une manière complètement différente par rapport à ce que peut faire... moi, je connais mieux la psychanalyse que la psychiatrie, pour être honnête. De manière complètement différente que la psychanalyse. Et c'est intéressant qu'en fait, Deleuze et Guattari partent de la question de la psychose et du schizophrène, alors que toute la théorie psychanalytique s'est fondée sur la névrose et sur la figure de l'hystérique. Et en fait, il s'agit en changeant de point de départ, de reconstruire une théorie de la relation corps-esprit à partir de la notion de l'affect et plus du tout à partir de la question en fait du symptôme tel que a pu la comprendre la tradition médicale. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. On espère avoir répondu au moins partiellement à cette question. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Bonjour, moi j'avais une question autour de la minoration de la langue majeure et je voulais bien reprendre avec vous si j'avais bien compris le concept. Parce que en fait, je trouve que le dualisme entre langue étrangère, langue maternelle, et langue maternelle comme fascisante, ça c'est quelque chose qui nous semble complètement fou quand on voit dans la psychiatrie, notamment transculturelle, où on met en évidence le fait que justement la langue maternelle, c'est la langue du cœur qui permet à l'être humain de s'exprimer plus facilement. Et donc je trouvais ça intéressant, cette nouvelle approche qui n'est pas du tout dans le sens de nos pratiques. Voilà. Après, voilà, je voulais m'assurer que j'avais bien compris, donc avoir peut-être plus d'explications. Oui, tu veux peut-être... Je pense que... Ok. Donc en fait... disons que l'utilisation des catégories langue maternelle et langue étrangère renvoie pas du tout en fait à la réalité de est-ce que c'est une langue étrangère ou maternelle au sens commun du terme, parce que quand la citation que j'ai lue sur les beaux livres sont écrits dans une langue étrangère, c'est une citation de Proust et c'est l'idée que en fait, ce que fait Proust à la langue française, qui est certes la langue maternelle, c'est de faire émerger au sein même de la langue française une autre langue qui pourrait être, qui est aussi la langue française, mais qui est qui en fait transforme de l'intérieur la langue qui est la langue en fait académique, qui est la langue telle que imposée par les normes et les institutions, pour en faire émerger des possibilités, des potentialités autres et lui redonner son devenir. Et donc, c'est pas la ligne de séparation entre langue maternelle et langue étrangère ne repose pas sur la question de est-ce que c'est la langue avec laquelle je suis née. Même si chez Kafka, par exemple, ou chez Beckett, c'est le cas. C'est-à-dire que Beckett écrit en français alors que sa langue maternelle, c'est l'anglais irlandais. Ou c'est le cas de... Kafka qui écrit en allemand alors que ce n'est pas sa langue de naissance. Mais donc, je pense que langue maternelle et langue majeure doit s'entendre comme étant la langue normative et langue étrangère, langue mineure doit s'entendre comme étant le devenir, la possibilité, les possibilités que renferme une langue et qui doivent être actualisées. Merci. D'accord.
Oui, alors il y avait donc un... Oui, pour répondre à la question de professeur Gaillard, oui, sur la schizoanalyse comme une psychiatrie matérialiste, oui, bah, c'est effectivement l'idée que la psychiatrie doit prendre en compte ses conditions matérielles d'existence, quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qui la rend possible, et qu'elle doit intégrer dans sa propre pratique ce qui la rend possible. Mais c'est ce que tu disais par rapport à la question de la psychanalyse, et sur le fait que la psychanalyse ne s'historicise pas elle-même. Alors, dernière chance si vous avez encore une question. Bon, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Je ne sais pas si tu voulais, s'il y avait un mot de la fin, non? Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, cette vidéo sera en ligne sur le site de la chaire de philosophie de Sainte-Anne, comme à chaque fois. La prochaine séance sera donc, alors il faudrait que je vérifie cette date. Donc, la prochaine séance sera sur le livre Comprendre de Johanna Boultour, et je pense que c'est dans 2 semaines à vérifier. Mais enfin voilà, donc il y aura une dernière ultime séance sur ce cycle de l'interprétation de la chaire de philosophie. Voilà, merci à tous. Bonne soirée.